Mesdames et messieurs de la Cour, nous voici réunis aujourd'hui devant vous pour vous demander que votre autorité nous rende justice et équité. Vous êtes, et je voudrais vous le dire, sans passion, les ultimes gardiens de notre liberté. Permettez-moi d'espérer que vous la défendrez encore. Si nous la chérissons, cette liberté, c'est parce qu'elle est un peu l'enfant de la République et notre meilleur rempart à la barbarie. Je vous propose, tout d'abord, d'examiner in limine litis, un problème de compétences rationnées matérielles. Qu'a cru devoir soulever l'avocat de la partie adverse, Guilbert. Pour discuter de votre compétence rationnée matérielle, la partie adverse vous citera l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le danger public menaçant la vie de la nation. Son interprétation par notre confrère Maître Dupont fait en l'espèce l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation. Nous n'attaquons pas ici le principe même de l'état d'urgence, ou encore la protection des données et sa restriction en ce qu'elle sert la sécurité nationale. Nous avons lu l'article 8, alinéa 2. Nous l'avons lu. Il dispose notamment de restrictions libertaires et prévoit explicitement la sécurité nationale. Ce n'est donc pas le point que nous discutons ici. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas des libertaires aveugles ou encore des amoureux bêlants de l'insouciance. Pas du tout. Nous voici devant vous forts d'une toute autre lecture, celle de l'alinéa 1er de l'article 8 de la CESDH, sur le droit au respect de la vie privée et notamment à la protection des données personnelles à l'évidence de votre compétence exclusive. Nous vous demandons l'application de l'article 10 alinéa 1er de la CESDH relatif à la liberté d'expression qui proscrit l'ingérence d'autorités publiques dans cette même vie privée. Mais surtout, nous excipons du fondement même de l'article 18 de la Convention. Les restrictions aux libertés doivent correspondre aux buts pour lesquels elles ont été créées, tout simplement. L'objet et le but de l'article 18 sont d'interdire le détournement de pouvoir. Votre jurisprudence est claire sur le sujet. D'abord à travers cet arrêt Merabishvili contre Géorgie en 2017, puis de nouveau avec l'arrêt Mammadov contre Azerbaïdjan en 2019. Vous avez entendu cantonner le principe de restriction des libertés à des conditions précises de matérialité et de temps. Enfin, je rappelle qu'en cas de contestation, pour savoir si la Cour est compétente, c'est à la Cour de décider, selon notamment l'article 32, paragraphe 2 de la Convention des droits de l'homme. Souverain est ici votre pouvoir d'appréciation. Mais revenons, sans plus tarder, au contexte interlope de cette affaire. Nous assistons, depuis les années 90, en Norvégie, à l'avènement d'un despotisme doux, comme le dirait Tocqueville. Tout commence ici, dans un contexte de guerre froide, au sein d'une ambiance familiale, si vous me passez l'expression, pleine de petits arrangements. La fille du génial Morpheus voit ses débuts en journalisme financé par le groupe Big. Le père, recruté dans les services secrets orwelliens pour ses incontestables talents acquis sur les bancs du MIT, un manipulateur de données, un virtuose de la data. Orwellien ira même jusqu'à exiger qu'il soit placé à la tête de l'entreprise Big Daddy à laquelle elle sous-traitera la gestion des données, un vrai trafic d'influence. Le voici depuis lors, affairé, à créer pour, clairement, n'ayant pas peur des mots, ficher la population de son pays. Plus tard, sous le doux nom de Terminator, Orwellien livrera ces données à Matrix State et il faudra un lanceur d'alerte pour revenir dans la lumière. Enfin, l'État orwellien reproduira son visage masqué de Big Daddy au prétexte de coopération internationale. Ces arrangements pour laisser s'échapper des données qui sont personnelles, les rendre publiques et habiller tout cela du manteau de l'état d'urgence. Ce manteau opaque
et évidemment une demande conjuratoire comme ça à la CNIL. Tout cela est inadmissible, mesdames et messieurs de la Cour. Nous vous demandons justice, en l'absence de garde review dans la démarche d'Orwellien, qui ne sait pas finir un état d'urgence, comme pourtant on doit savoir finir une période. En l'adossant notamment à des lois, ou en requérant l'avis d'une autorité indépendante et en attendant sa réponse, nous vous demandons justice aujourd'hui. Parce que nous considérons que c'est à vous, juge des droits de l'homme, de peser les conséquences de ce glissement de l'état de droit vers un état sécuritaire. Nous avons combattu pour la société médiatique et obtenu notamment qu'en droit interne, elle passe condamnation pour manquement à son obligation de sécurité dans la gestion et la protection des données. Dans l'affaire qui vous est soumise ici, tout se passe comme si l'état d'urgence était un grand sac de population que l'on pouvait secouer vigoureusement pour en faire tomber quelques apprentis terroristes. Je voudrais rappeler ici les mots de l'ancien président de votre Cour, Raymond dit, et au concept qu'il utilise au soutien de la protection des données, c'est la dignité humaine. Il nous dit avec force quelle est la base de l'efficience de nos libertés fondamentales. On tentera alors, de l'autre côté de la barre, de vous parler du contexte antiterroriste et du fameux traité de coopération bilatérale Intelligence Connection. Nous nous permettons alors de rappeler que ce qui est contesté ici n'est pas le principe de la lutte antiterroriste, mais bien l'absence totale d'organisation dans la divulgation des données personnelles stockées massivement depuis 1980. Rappelons votre jurisprudence. Big Brother Watch du 13 septembre 2018. Dans l'idée d'une validation du principe de la surveillance de masse, je vous l'accorde, mais sous un encadrement étroit de ses modalités. Le raisonnement de l'exécutif orwellien est davantage plus simpliste. La menace terroriste est en permanence, alors les prérogatives policières, qui devaient pourtant être temporaires, doivent se pérenniser. La question est alors de savoir, mesdames et messieurs de la Cour, si elles le seront toujours appliquées avec ce souci de la nécessité, de l'adaptation et surtout de la proportionnalité. Merci. Je cède la parole à mon frère, maître Lebrun. Mesdames, messieurs de la Cour, je remercie maître Firchot d'avoir rappelé que nous sommes ici pour que votre autorité vienne restaurer justice et équité en mettant un terme aux atteintes irréparables que semble rendre légitime l'État orwellien. Que fait l'État orwellien de cette liberté, de ce droit fondamental dont la protection nous est si chère? Il possédait un trésor, il ne nous livre que des verroteries. La lettre du RGPD était pourtant si précise, elle qui nous indiquait que le droit de bénéficier d'une protection de ses données personnelles n'était autre qu'un droit fondamental. Ce même règlement, dont certaines de ses dispositions semblent avoir été méconnues par l'État d'Orwellia, lui fut tout de même d'une grande utilité lorsqu'il s'agissait d'apporter une légitimité à des restrictions incessantes. Ces restrictions à ce droit fondamental se matérialisaient en l'établissement de tableaux récapitulatifs contenant des données à caractère personnel. Ces derniers servaient, en tout cas probablement, à déceler en un citoyen orwellien, en raison de critères aussi flous qu'arbitraires, les traits d'un terroriste. Ce système de surveillance, si ce n'est de l'espionnage, revêt une disproportion manifeste. Cependant, l'acceptation de ce procédé destructeur des libertés que nous défendons n'est pas influencée par la déclaration d'état d'urgence en 2013, non. Les faits remontent bien plus tôt, jusque dans les années 90 à la naissance d'une insécurité. Alors, certes, le terrorisme international est une menace évidente pour les États contemporains, mais est-il concevable qu'un système prospérant sur la supposition qu'un projet terroriste puisse en cacher un autre, ou bien que tel ou tel profil de personnalité serait susceptible de passer à l'acte, venant ainsi justifier toutes les surveillances, toutes les dérives constitueraient ces atteintes excessives à nos droits fondamentaux que nous risquons peu à peu, et j'en ai peur, de perdre de vue.
Accepterez-vous, au nom d'une idéologie de l'efficacité, que nous manquions à ce point d'estime de nous-mêmes pour ne pas nous rendre compte que la société orwelliane, pour ne pas, par la preuve, pardonnez-moi, d'une nécessité et d'une urgence permanente, puisse restreindre de manière perpétuelle les libertés que nous défendons? Alors, est-ce la meilleure des manières de rompre avec l'insécurité instaurée par la guerre froide que de pérenniser les procédés de surveillance, d'accepter de résider dans la peur, dans la crainte, ou plutôt de vivre dans une naïveté, de vivre dans un espoir naïf qui supposerait que la restriction perpétuelle d'une liberté fondamentale puisse nous faire sortir de cette insécurité? Laisserez-vous la place à cette naïveté ayant justifié depuis plus de 30 ans le recul de nos droits fondamentaux, qui ne sont autres que les bases de notre société et pour lesquelles nous nous sommes entendus pour former l'union qu'est la nôtre? Cette naïveté, cette irresponsabilité, que dis-je, cette imprudence que de ne pas avoir attendu la déclaration de l'état d'urgence pour commencer l'interception massive des données personnelles, cette imprudence que d'avoir agi avant la réponse de la CNIL, dont nous connaissons la lenteur de la procédure du fait de l'enjeu y étant rattaché. Mesdames, Messieurs, pouvons-nous décemment accepter qu'un État signataire de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse faire preuve d'une telle imprudence, se matérialisant par une initiative que nous espérons être de bonne foi de protéger les populations orwellianes des risques bien réels du terrorisme international? Nous ne contestons pas ici l'existence de ces risques, mais nous contestons l'absence totale d'organisation relative à la maîtrise des données personnelles qui concernent directement les populations orwelliennes. Et loin d'être présente en espèces, en effet, il convient de rappeler les dispositions du premier alinéa de l'article 5 du RGPD. Je vous en fais une lecture. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Mesdames et messieurs, pouvons-nous parler de licéité lorsque nous avons conscience du fait que la méthode de collecte des informations personnelles ne dispose d'aucun fondement? Pouvons-nous ensuite parler de loyauté lorsque nous constatons que c'est à la suite de la fuite de données, par l'intermédiaire d'un lanceur d'alerte, que l'Orwellia a rendu public une partie de ces données pour un semblant de bonne foi? Enfin, pouvons-nous parler de transparence lorsque nous constatons que c'est à la fuite de... Pardon. Pouvons-nous parler de loyauté lorsque nous avons conscience que c'est à la suite d'une absence de réponse de la CNIL que vous avez pris des décisions? Pouvons-nous enfin parler de transparence lorsque nous constatons que c'est à la suite de la fuite de données par l'intermédiaire d'un lanceur d'alerte que l'Orwellia a rendu public une partie de ces données pour ainsi prouver une certaine bonne foi? Je souhaite rappeler à la Cour la position qu'elle a pu tenir en 2018 dans l'arrêt Big Brother Watch contre le Royaume-Uni, dans lequel vous indiquez que le principe de surveillance de masse peut être admis dans la mesure où celui-ci est étroitement encadré. Votre position, que vous avez clarifiée dans l'arrêt Centrum for Ravitsa contre Suède en 2021, je le rappelle, même si les caractéristiques principales du régime suédois d'interception massive des données répondaient aux exigences de protection des valeurs de la Convention, vous avez relevé que le régime souffre de différentes carences. Des carences relatives à l'absence de règles claires quant à la collecte, au stockage et à la potentielle destruction des informations personnelles. Alors, pour en revenir à l'espèce, laisser à la disposition de l'État orwellien une telle liberté faisant obstacle aux garanties de protection des données personnelles reviendrait à donner un blanc-seing à tous les liberticides en herbe. La Cour de cassation ne s'y est pas trompée. Vous ne le permettrez pas. Vous ne le permettrez pas, raison pour laquelle nous nous présentons devant vous aujourd'hui pour vous demander de suivre la position que vous avez adoptée en ce qu'elle exige le recours à des interceptions de données, que les recours à des interceptions de données, soient soumis à une juridiction ou à une autorité administrative indépendante. Nous vous demandons également de caractériser la violation de l'article 8 de la CESDH imputable à l'État d'Orwellia. Enfin, nous vous demandons de vous inscrire dans la ligne de l'arrêt Centrum for Ravitsa contre Suède de 2021, rendu par votre Cour, validant la rétention généralisée des données personnelles, mais exigeant des conditions matérielles et procédurales strictes, en matière notamment de recueil, de stockage, de conservation, d'utilisation de ces données. Enfin, ces principes permettraient peut-être de donner une nouvelle coloration à notre incontournable principe de proportionnalité. Nous vous remercions de votre attention. Merci. La parole est... Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, je vous remercie. Je nous présente
Maître Fejati, Maître Couder, représentant de l'État d'Orléans. S'agissant de la compétence de la Cour à intervenir sur cette affaire, nous tenons en premier lieu à faire observer que, selon l'article 35 de la Convention européenne, la compétence de la Cour s'établit en observant l'accomplissement de 4 conditions. En premier lieu, nous retrouvons donc la condition rationnée qui requiert que la violation alléguée de la Convention ait eu lieu dans l'État défendeur. En l'espèce, le lieu est respecté, puisque l'action du programme IFU a été exercée sur l'État d'Orléans. Nous retrouvons ensuite la condition rationnée temporis, qui exige que les faits litigieux se soient réalisés dans la durée d'exercice de la Cour, ce qui est ici le cas puisqu'ils se sont produits à partir de l'année 2001. Nous retrouvons par la suite la condition rationnée matérielle, qui tient à la compétence matérielle de la Cour, notamment en ce qui concerne les limites des articles de la Convention, en prenant l'exemple. Ce n'est pas à prendre à la légère. Nous avons le recueil d'informations sur une personne, avec une prétendue adresse IP, une profession et un nom, face à des prérogatives de lutte contre la criminalité. Malheureusement pour l'État d'Orléans ainsi que Mme Trinity, les terroristes ne mentionnent pas encore leurs activités dans leur CV. Et les enquêteurs, usant du peu de moyens qu'ils ont, tentent de traiter le cas d'un maximum d'individus sur le territoire et ailleurs avec les alliés internationaux. Autrement dit, avant de cibler un potentiel terroriste, il faut bien l'identifier. La question ici est de savoir si elle a subi un autre type de préjudice pour prétendre être visée. Le caractère du préjudice moral ne peut être entendu, car la demanderesse a expressément donné son consentement pour la publication disponible dans l'annexe 4, contenant diverses informations personnelles à ce sujet. À partir de ce constat, plusieurs éléments semblent ressortir de ce litige. Madame Trinity, qui semblait particulièrement lésée par le fait que des informations personnelles soient recueillies à son insu, n'est absolument pas lésée que la publication de M. Pygmalion fasse le tour du monde avec ces informations personnelles. De plus, lorsque Mme Trinity a donné son consentement à M. Pygmalion pour la publication de ces informations personnelles, ce dernier faisait alors partie des services de renseignement de l'État de Matrix State, ce qui explique la particulière attention portée à la messagerie privée de Mme Trinity, qui n'est visiblement pas lésée cette fois-ci d'échanger avec une personne aussi particulière. Ce qui concerne les actions menées au travers du programme IFU, je tiens à rappeler qu'elles ont été effectuées en poursuivant un seul but, protéger les citoyens de l'État d'Orléans et par extension ces institutions. J'ajoute également que la sécurité ne s'oppose pas à la liberté. En ce qui concerne les articles de la Convention prétendument bafoués par le programme IFU, il convient de les observer successivement. Pour ce qui est de l'article 8, tenant au respect de la vie privée et familiale, certaines limites à cet article existent et sont consacrées par la jurisprudence de cette Cour, notamment par l'arrêt classe et autres contre Allemagne cité précédemment. Au sujet de l'article 10 sur la liberté d'expression et par extension la liberté de la presse, je me contenterai de vous faire observer que la liberté de la presse existe dans l'État d'Orléans, en témoigne entre autres la possibilité tout à fait admise de publier des articles contestataires à l'État et à ses actions, et également garantie par la pluralité des médias. Pour ce qui est de l'article 18 établissant des limitations à l'usage des restrictions aux droits, il ne faut pas oublier l'article 15 établissant des dérogations, notamment en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Les menaces terroristes pouvant présenter un tel risque. Je tiens également à ajouter que le document présenté en annexe 4 de la chronologie objective des faits ne contient au final que le nom, le prénom et l'emploi des individus, des données qui sont détenues par l'État, avec bien d'autres données par divers biais autres, tels que le recensement ou alors l'acquittement des impôts. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, plus connue sous l'appellation de CNIL, est une autorité administrative indépendante de l'État d'Orléans. Autrement dit, la CNIL est un organisme public qui agit au nom de l'État sans dépendre de l'autorité du gouvernement et possède d'ailleurs des prérogatives de contrôle ainsi que de censure. Mais cette commission n'est pas le fruit du hasard. Sa création par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 en atteste. Cette indication peut sembler accessoire, mais elle révèle en réalité le paradoxe même de ce litige. En effet, quel État, voulant espionner chacun de ses citoyens, violant au passage toutes ses valeurs de liberté et de vie privée, quel État, aussi vil qu'il puisse apparaître, prendrait la peine de se doter d'un organisme indépendant de contrôle? Parfois, il est vrai, face à la recrudescence de la menace de l'État d'Orléans,
Ce dernier a dû étendre certaines collectes de données. C'est le cas par exemple durant la mise en place de l'état d'urgence. L'État d'Aurelia ne s'est pas contenté de simplement prendre de nouvelles mesures aléatoires et illégales, bien au contraire. Cet élargissement des mesures a été soumis à la CNIL. Mais après une année entière sans réponse de l'organisme et face à la primauté des questions de sécurité intérieure, les nouvelles mesures ont donc légalement été prises. De surcroît, la CNIL demeure l'administration de l'État. Elle est donc soumise à ses lois. À cet égard, comme le précise l'article L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut une décision d'acceptation. C'est donc bien au-delà de ces 2 mois que les nouvelles mesures ont été prises. L'État d'Aurelia ne tend pas à entrer dans les dérives de la surveillance de masse. Il tend seulement à protéger ses citoyens et respecte la vie privée de chacun d'eux, comme en témoigne la création de la CNIL. Un véritable organisme public mis à la disposition de tous les citoyens d'Aurelia. Madame Trinity doit sans doute l'ignorer, mais la CNIL, et plus précisément l'ensemble des services qu'elle propose, aurait pu largement lui permettre de consulter et même de faire effacer la plupart des informations collectées à son sujet. En effet, peut-être que cette information aurait pu lui éviter un long périple procédural. Plaise à la Cour de dire et juger, les excuses publiques sont dues à Madame Trinity à l'égard d'Aurelia dans la presse générale et spécialisée. Que les requérants doivent être condamnés aux dépens, au remboursement de tous les frais impliqués par la procédure et également au remboursement des honoraires des avocats de l'État d'Aurelia. Merci Madame la Présidente. Merci. Mes chers confrères, nous avons eu le temps, certes court, mais d'étudier votre mémoire, donc vos conclusions. Nous avons lu quelque chose qui nous a frappé avec mes confrères, une utopie dans votre monde un peu apocalyptique par son nom déjà, une utopie, un monde sans terrorisme. Et j'ai beaucoup aimé cette utopie, que j'ai trouvée très belle. Et qui ici, dans une convention qui protège les libertés et voudrait cela dans une finalité, un monde sans terrorisme, qui, selon vous, aboutirait grâce à la restriction des nombreuses libertés que vous venez de bafouer et les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Donc, vous êtes un peu des héros ici aujourd'hui. J'en suis ravie. Dans quelques années, je suppose que la scène internationale prendra exemple sur le mode de fichage de votre population et alors, peut-être que le monde déclinera et deviendra une société froide, comme le voudrait Claude Lévi-Strauss. Mais ce recul de nos libertés est irréversible. Ce recul de nos droits ne reviendra pas. Si un jour, peut-être, semble-t-il que ce n'est pas dans vos projets actuels, l'état d'urgence s'arrête, je l'espère, les droits ne reviendront peut-être pas. Et c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui, et c'est le but de Madame Trinity, de restaurer cette part de loi. Vous savez, ce n'est pas une convention à la carte, je vous le dis. Vous ne pouvez pas choisir quel droit s'applique à vous, dans quelles circonstances. Certes, il y a des régimes particuliers en cas de terrorisme, mais vous ne pouvez pas écarter de manière pérenne chacun des droits qui vous semblent non absolus, qui ne sont pas absolus, mais comme le disait mon confrère, ils sont fondamentaux. Ces droits sont fondamentaux, et c'est pour ça qu'il ne peut pas répondre, comme dirait Kofi Annan, qui est un grand internationaliste et ancien secrétaire général, déplore une forme de bilatéralisme entre un club d'État fermé, Matrix States, Aurelia, qui agirait dans l'ombre, et où l'ancien d'alerte rapporte la lumière. Dans l'ombre du contrôle de la scène internationale, mais aussi de la CNIL, car vous n'attendez aucune autorité supérieure, vous êtes sous train de la vous. Pour revenir sur le préjudice, car vous nous avez interrogé de notre cliente, pour moi il est évident, je vais donc vous exposer pourquoi. Il y a un préjudice évident car vous avez rendu public non seulement son nom, mais sa profession, son adresse IP, soit complète du monde, dans un contexte d'état d'urgence, en période de pleine
de pleine attaque terroriste? Quand nous savons que nos journalistes, dont la plume est si fragile, sont en danger et une cible numéro 1 des terroristes. Je ne vous rappellerai pas les attentats de Charlie Hebdo, parce qu'ils ne sont pas les seuls. C'est alors une mise en danger de la vie d'autrui, si on devait aujourd'hui, mais ce n'est pas la Cour qui devra statuer ici pour cela. Nous n'y reviendrons pas. Ensuite, sur l'autorisation implicite de la CNIL, je vais vous éclairer, il y a eu un décret en 17 mars 2016, et ça ne marche pas pour les démarches relatives aux accès des informations. Donc le silence ne vaut plus acceptation. Bien entendu. Donc voilà, c'était pour un point considérable, je transmets la parole à mon frère. Je vous remercie, maître, pour vous êtes positionné en faveur d'une protection des valeurs de l'article 2, qui est un droit fondamental et absolu. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. L'article 2, le droit à la vie, est une priorité pour nos sociétés et la restriction des droits non absolus, aussi fondamentaux soient-ils, peut être une piste pour venir apporter une protection à ces valeurs fondamentales de l'article 2, qui ne peuvent être contournées. Cependant, nous ne pouvons pas porter atteinte de manière incessante, je le rappelle depuis plus de 30 ans, au droit fondamental, et je le répète, au droit fondamental, qu'est l'article 8, certes non absolu, mais à quoi bon ce droit existerait-il si celui-ci est restreint depuis plus de 30 ans dans notre État? Il n'est pas simplement question de Madame Trinity, de nous, de vous, il est question de l'entièreté de votre population, de la population de l'État d'Orwellia. L'État d'Orwellia est signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Comment concevoir que l'entièreté de sa population ne bénéficie plus de l'article 8 depuis désormais plus de 30 ans? Comme je vous l'ai dit, vous parliez à un moment de l'absence de préjudice important. Nous ne parlons pas simplement de la divulgation des données à laquelle Madame Trinity aurait consenti, mais maître, nous parlons depuis plus de 30 ans de rétention, de collecte de données, de rétention d'informations, sans distinction, sans clarté concernant les règles. Alors, j'ai tout à fait conscience que, comme vous l'avez dit, les terroristes ne l'inscrivent pas sur leur CV qu'ils sont terroristes. Cependant, quelles sont les garanties de liberté? Quelles sont les garanties de l'effectivité de l'article 8? Je vais ainsi vous répéter une lecture que j'ai faite ce matin concernant une position que la Cour a pu adopter en 2021 dans l'arrêt Centrum for Ravitsa contre Suède. Je cite: en conséquence, la Cour considère qu'afin de réduire autant que possible le risque d'abus du pouvoir d'interception en masse, le processus doit être encadré par des garanties de bout en bout. De bout en bout qui signifie avant la collecte, la raison pour laquelle les données sont collectées, la manière de procéder utilisée, le stockage, les modalités quant à leur utilisation, leur potentielle destruction. Il n'en est rien dans les éléments du dossier. Enfin, je termine ma citation, ces facteurs sont, de l'avis de la Cour, des garanties fondamentales qui constituent la pierre angulaire de tout régime d'interception en masse conforme aux exigences de l'article 8. Par conséquent, les restrictions à l'article 8 sont certes possibles, mais les positions de la Cour sont très claires et de garanties de sécurité que les citoyens habitants d'Orwellia se doivent de bénéficier. Je vous remercie. L'utopie, naïveté, le bon mot, un sac magique. J'aimerais avoir la main sur ce sac magique pour ne pas avoir récolté certaines informations d'enquête. Ce n'est pas une simple récolte pour se faire plaisir, c'est une récolte pour garantir la liberté de chacun. On récolte des informations pour garantir cette sécurité. La liberté sans la sécurité ne peut exister. Ensuite, un autre point qui, pour moi, m'interroge, c'est que Madame Trinity, particulièrement lésée, ne formule aucune demande. Enfin, ça. Là, elle a exposé les faits, mais je ne vois aucune demande, je ne sais pas ce que cherche Madame Trinity. Madame Trinity est avant tout une journaliste. Quoi de mieux qu'une affaire devant cette cour pour se donner un coup de pouce à une carrière? Jusqu'où est-elle prête à aller, elle, accompagnée de son mari, avocat?
À quel prix peut-elle vendre ou contribuer une fuite d'informations? Car ce n'est pas un secret, Madame Trinity n'est autre que la fille de Monsieur Morpheus. Non contente d'être défendue par son mari, elle attaque les travaux de son propre père. Est-ce là un litige juridique ou un litige familial? En premier lieu, je tiens à faire une remarque par rapport à ce que vous avez dit précédemment sur le fait que Madame Trinity soit financée par le groupe. Selon la chronologie qui nous a été transmise, c'est Madame Lisa Selly qui est financée par le groupe. En poursuivant, je voudrais remarquer que le document présenté devant nous ne connaît donc que le nom, le prénom et l'emploi de chaque individu, avec, pour les adresses citées qui sont transmises, une difficulté d'une part parce qu'elles sont incomplètes, d'autre part parce que les noms de la constituante sont impossibles pour les adresses citées. Donc le problème de l'adresse IP, notre opinion n'est pas, comme vous l'avez souligné, qu'elle soit incomplète, mais que les données présentées, tout simplement, ne représentent pas de l'adresse IP, donc les données que nous possédons ne sont que les noms, les prénoms et les emplois. Pour Madame Trinity, cependant, puisqu'elle est journaliste, son emploi était déjà connu. Par ailleurs, je fais remarquer une faute déontologique qui est intervenue devant les juridictions internes de l'État d'Armoya, puisque M. Bouki a représenté son épouse Mme Trinity, et de fait, le règlement intérieur national de la profession d'avocat, notamment son article 1 sur le principe de désintéressement. La liberté, qui est une notion qui semble chère pour les deux parties de ce litige, ne peut se concrétiser dans un monde où on ne peut plus circuler librement sans risquer d'être victime d'un attentat à la bombe, par exemple, si on va voir un match de foot, pour un café. Comment voulez-vous être libre dans un monde sans sécurité? Et la sécurité, malheureusement, passe par les enquêtes et par la récolte de ces données. D'autant plus que, comme le précise l'arrêt du Conseil d'État en date du 18 juillet 2018, la responsabilité de l'État peut être retenue si des carences des services de renseignement sont démontrées. Il ne s'agit plus de discuter de manière philosophique sur la notion de liberté, mais d'agir face à une menace grandissante. J'aimerais poursuivre en observant en premier lieu le revirement soudain de M. Pygmalion, qui après 28 ans à travailler dans les services de renseignement de l'État de Matrix State, semble prendre conscience soudainement que le renseignement consiste à chercher des données sur de potentiels adversaires. Il ajoute dans son article publié: j'ai occupé pendant des années un poste au sein des renseignements de l'État matrixien, et on observe par ailleurs que la prise de conscience de M. Pygmalion intervient alors que sa carrière n'est pas aussi aboutie que celle de M. Morpheus, qui est soi-disant un ancien camarade de promotion. Par ailleurs, alors que M. Pygmalion fait observer que de telles mesures peuvent être admises tant par le droit que la morale en période de guerre froide, elles ne le peuvent en période de paix. Or, est-ce que M. Pygmalion ignore les menaces subies par l'État d'Armoya depuis de nombreuses années? J'ajouterai à cela que les attentats ayant eu lieu en 2013 et en 2015 contre notre population paraissent à nos yeux une nouvelle forme de guerre, cette fois-ci asymétrique, et non pas un État contre un autre. Pour autant, nous opposons toutefois de sérieux doutes quant au suivi effectif des cours du MIT par M. Pygmalion. En effet, comment une personne ayant suivi des cours dans un domaine aussi pointu que la recherche en intelligence artificielle, un domaine nécessitant une parfaite connaissance des rudiments de l'informatique, n'a pu déceler la fausseté pourtant évidente des prétendues adresses IP. Je souligne également, pour ce qui concerne le passage de M. Pygmalion au MIT, celui-ci n'a pas dû être très assidu. Lors des cours, les promotions du Centre de recherche en intelligence artificielle ne regroupant que très peu de personnes, et M. Morpheus et O'Connor, messieurs Morpheus et O'Connor, n'ayant jamais fait sa connaissance, ni lors des cours, ni lors de la remise de diplôme. De telles lacunes pourraient expliquer que M. Pygmalion n'ait pu remarquer les erreurs présentes dans le document, présent en annexe 4 des documents qui nous ont été transmis, et qui représente les données transmises par l'État d'Armoya. À l'écoute des plaidoyers respectifs et au vu du mémoire de nos défenseurs de Mme Trinity,
deux avis divergent. L'un remet en cause les actions d'un État qui compose avec son temps, par l'invocation d'une idée honorable, certes médiatique de morale, tandis que l'autre s'appuie sur un droit établi, conforté par de nombreuses décisions. Notre demande, adressée à cette Cour, est que celle-ci rende sa décision en laissant l'interprétation des faits là où elle doit être, devant les juridictions internes, et en rendant cette décision en ne tenant compte que de l'application du droit. Je vous remercie. Très brièvement les arguments que vous avez ici invoqués. Une fois encore, je vous affirme que votre objectif est noble, de vouloir garantir la sécurité. Mais je vous le répète, vous n'avez pas répondu à cet argument-là, où sont les garanties de sécurité de l'application du droit fondamental, qui est l'article 8 que je vous ai cité, qui est la position de la Cour qu'elle a vu tenir il y a quasiment un an jour pour jour. Très brièvement ensuite, vous avez dit que Mme Trinity n'y voit que ses intérêts potentiellement un petit coup de boost pour sa carrière, comme vous l'avez dit. Ne pensez-vous pas qu'en tant que journaliste, elle constate simplement les violations perpétuelles des libertés et de nos droits fondamentaux? Là où vous voyez un conflit d'intérêts, nous voyons un moyen de faire valoir devant la Cour la nécessité de protéger notre droit fondamental, qui est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, vous nous avez dit comment être libre dans un monde sans sécurité, certes, mais comment être libre dans un monde sans liberté? 30 ans de restriction de liberté, 30 ans, sans aucune garantie. Et je vous le répète encore une fois, et c'était les arguments de ma citation il y a quelques instants, où sont les garanties de bout en bout? Concernant la collecte des données, concernant la sauvegarde, leur utilisation, leur destruction, où sont les garanties de ce droit fondamental qui est nécessaire, et c'est la position de la Cour. Vous avez, je terminerai là-dessus, affirmé que votre position est fondée en droit et confortée par de nombreuses décisions. Je vous ai indiqué une décision que vous n'avez absolument pas l'air de suivre, qui est celle de Centrum Rabitsa contre Suède de 2021. Certes, je vous reproche 30 ans de restriction. À l'époque, les décisions de justice n'étaient peut-être pas aussi explicites. Aujourd'hui, nous avons la chance qu'elles le soient. Par conséquent, qu'attendez-vous pour aller dans le sens de la position de la Cour européenne des droits de l'homme? Sur les adresses IP, je pense que c'est un point de détail du dossier qui n'est pas fondamental ici. L'important, c'est la réputation numérique, la mort numérique. Parce qu'elle existe, cette mort numérique. Vous qui êtes si férus de ce principe du droit à la vie, et elle n'a plus le droit à la vie numérique, alors nous, notre cliente, qu'elle est mêlée dans ce gros sac de terroriste, son nom est traîné dans la boue, on la recherche, elle n'est même pas exclue de votre tableau comme étant une potentielle terroriste. Qui l'embauchera demain dans un journal alors qu'elle est soupçonnée, selon l'État orwellien, d'Orwellia, de terrorisme potentiel? Son nom est cité. Son nom est cité comme étant une potentielle, voilà, qu'elle a peut-être fait une blague, ou alors elle a visité un site terroriste pour ses recherches parce qu'elle est journaliste et qu'elle cherche la vérité et qu'elle instruit la population. Sur cela, je pense que c'est évident, le préjudice n'est plus à discuter. Elle est morte. Cette femme est morte au niveau numérique. Elle est morte sur Internet, sa réputation est faite. Et la réputation numérique de nos jours, au XXIe siècle, c'est très important. A fortiori pour quelqu'un qui travaille dans les médias. Merci. L'annexe 4 de notre document ne sont pas fondamentaux. L'importance de la véracité de ces informations n'est pas importante. Vous voulez que je vous formule peut-être? L'annexe 4. L'annexe 4. Le tableau avec les données. Nous doutons de la véracité de ces informations. Quand même, c'est un monsieur qui sort de MIT. Pour ce qui est de l'annexe 4, dessus, vous indiquez que les documents présents sur les lignes présents sur cette annexe proviennent tout droit d'Orwellia et n'ont pas subi de modification. Pourtant, il est bien indiqué que ce sont des documents qui ont été transmis par les familles sans. C'est lui qui a indiqué que ces documents venaient d'Orwellia sans que je crois que ça ne vient pas d'Orwellia. Pour compléter ceci, vous avez quand même dit que cette personne était morte.
qui est un préjudice énorme. Moi, je pense que sa vie ne fait que commencer. Une grande carrière à attendre. Sous les feux des projecteurs, une grande défenseuse des libertés. Merci madame la présidente. Vous avez une terroriste peut-être dans vos prisons, c'est pas le sang, peut-être c'était une analyse. Mon confrère et moi sommes en train de démontrer que ce document est faux. Et même elle-même arrive, vous prenez une information, vous dites qu'elle est en attente, donc on ne sait pas si elle est dangereuse ou pas, de toute manière. Et dans tous les cas, les adresses IP sont fausses. Qui nous dit que c'est vrai ou faux que toutes les gens et toutes les professions qui sont relevées dans ce document sont vraies? Les autres. Déjà, on a les adresses IP fausses. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre? Vous remettez en cause une partie du dossier, Oui. en disant que vous n'avez jamais espionné ou fiché Madame Trinity. Alors. Vous ne m'espionez pas, madame. Nous n'espionnons pas, nous Maître. enquêtons. Maître. Ça fait selon ce cas. Merci, madame. Je vous rappelle les règles de déontologie. Merci. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, je dirais qu'il y a deux visions du monde qui s'opposent ici dans cette salle. J'ai un constat et une question très générale ensuite. Donc, le constat, c'est que les avocats de Madame Trinity ont une vision très extensive de la liberté des droits fondamentaux. Ils sont des ennemis des droits naturels de l'État à défendre ses citoyens, jusqu'à les limiter beaucoup, considérablement. Donc, ma question très générale pour les défenseurs de Madame Trinity est de savoir s'il faut choisir, il vaut mieux vivre dans une utopie d'un monde sans terrorisme ou dans une dystopie où toute mesure de l'État pour protéger les citoyens est forcément liberticide. Information sur votre question. Tout d'abord, vous avez parlé de deux visions du monde. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec cette affirmation, au sens où la priorité à tous ici présents est de garantir la sécurité et la bonne application des droits que nous défendons dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, vous nous avez parlé d'une conception extensive des libertés fondamentales de l'article 8. En réalité, cette conception n'est pas forcément la nôtre, puisque c'est celle qui a été développée par votre cour, dans sa volonté, au fil de sa jurisprudence, de garantir des certaines protections pour les droits fondamentaux. À l'époque, la jurisprudence se positionnait à l'encontre de toute captation de données. Au fil des époques, et c'est le cas aujourd'hui depuis les années 2018 et 2021, même des arrêts que nous avons cités, la Cour se positionne pour accepter le fait que des données puissent être interceptées, dans le sens où c'est l'esprit même de la Convention, c'est un droit non absolu, nous pouvons le restreindre. C'est la raison pour laquelle il a été qualifié de non absolu. Mais des garanties lui ont été assorties. Par conséquent, nous attendons et nous défendons le respect de ces garanties que vous avez vous-même mis en place. Une question pour les représentants de la Trinity également. Vous avez évoqué le principe d'unité de la personne humaine. Dans une interrogation entre l'exploitation des données personnelles, ce qui atteint au principe d'unité de la personne humaine. Je vous insiste cette question parce qu'elle fait justement écho à notre dernière discussion. Justement, la dignité humaine, elle est reliée à beaucoup de droits. Elle est d'ailleurs notamment très présente dans votre jurisprudence, beaucoup plus que dans les textes où elle n'apparaîtra d'ailleurs. Mais c'est un droit qui est très important. Cette dignité humaine, elle est centrale. Pourquoi? Car elle garantit une vie d'une manière décente, une dignité à l'être humain. Elle est reliée directement finalement au principe des protections des données. Quelle dignité humaine y aurait-il si tous nos vices cachés, parce que tout le monde en a, tout le monde a des vices cachés, tout le monde a des discussions qui sont privées de l'ordre de la sphère intime, seraient alors publiées, stockées, espionnées, déchiffrées par un État sans le savoir. Il n'y a aucune dignité, a fortiori quand elle
elle intervient, ce stockage des données, dans le travail de Madame Trinity ou de Lisa Salut, de n'importe quel journaliste finalement. Parce qu'on a ce fondement de on est mêlé à des terroristes, on est assimilé. Il n'y a pas de dignité humaine à ne pas avoir de vie privée, car c'est propre à l'homme d'avoir de la dignité humaine. Et c'est propre à l'homme de ne pas être intercepté dans sa correspondance. Et ça, c'est un des articles de votre convention. Alors moi j'ai une question. Déjà, personnellement, je ne comprends plus qui est le fils de qui est le mari de qui. J'ai l'impression que ce n'est pas une course, c'est une sitcom. Mais ça tombe bien, cela n'est pas relevant pour l'analyse des droits fondamentaux des humains. Et j'aurais une question pour l'État d'Orwellien, parce que vous avez remis en cause notre compétence pour les questions pour les dates entre 2001 et 2005, affirmant que sous fait que vous avez sous-traité à une entreprise privée la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme ne serait plus pertinente. Donc ma question est, est-ce qu'un État qui délègue un service public à ses régaliens de la surveillance, une entreprise privée, peut se décharger de ses responsabilités et sortir, et que la Cour européenne ne serait plus pertinente pour analyser le respect ou pas des droits fondamentaux dans cette condition? Nous ne remettons pas en doute la compétence de la Cour, ou même son intérêt, mais c'est ce litige qui n'a pas lieu d'être. En l'occurrence, ici ce sont des données collectées, des données que tout le monde peut trouver, c'est-à-dire un emploi, un nom. Et du moins, si cela est déploré. Bien sûr que cette Cour a son importance, car il existe des États qui abusent de ce droit, qui sont sans limite. Mais l'État d'Orwellia, suivant la chronologie des faits, est resté dans son droit. Et d'ailleurs, la Cour de cassation, mes confrères nous parlaient tout à l'heure des années 90, 80, 30 ans, la Cour de cassation a statué pour les faits qui précédaient les années 2000. Il me semble encore qu'on ne juge pas sur les faits ici. Et la Cour de cassation a donc déjà statué sur la question. L'épuisement de toutes les juridictions internes leur ont permis de gravir le sommet de ce que Madame Trinity pouvait atteindre, c'est-à-dire cette cour et la lumière qu'elle représente. Merci pour votre question. Pour rebondir sur ce point, au représentant de Madame Trinity, vous avez dit, vous avez saisi la CNIL et que les devoirs allaient au fur. Pardon, vous avez dit que les devoirs allaient au fur. Alors, je disais que justement, que ce n'était pas l'acceptation. En fait, pour les 2 mois, normalement, dans les autorités administratives, ils ont raison qu'il y a 2 mois, et au-delà du 2 mois, c'est ça vaut acceptation. Mais ce n'est pas valable, justement, pour l'accès aux données personnelles, selon un décret. Après, sur l'épuisement des données, s'alerte dans le dossier, une référence à d'autres recours, notamment au recours administratif. Pourquoi ne pas avoir fait un recours administratif? Alors, nous n'avons pas fait de recours administratif. En effet, nous avons préféré aller sur le terrain des préjudices, sur le terrain judiciaire davantage, mais passer notamment ensuite après la publication. Parce que Madame Trinity, c'est une personne humaine et elle se sent profondément heurtée et profondément blessée. Elle a été la victime d'un préjudice et elle l'a senti de cette manière. C'est pour ça qu'on est davantage allé sur ce terrain. C'est un choix d'opportunité. Nous aurions pu en effet aller sur le terrain administratif, mais c'était un choix de notre cliente que nous avons voulu respecter. Moi, j'aurais une question sur l'état d'Orwellia. Vous avez dit, pour vous défendre, que le fait que la société qui recueillait les données personnelles est une société privée, mais cette société a quand même une délégation de service public, donc il y a quand même un lien entre l'État et cette société. Donc est-ce que ce n'est pas un argument un petit peu fallacieux? Et enfin, avant de votre réponse, je vous fais une petite remarque
aux défenseurs de l'intimité, il y a quand même un problème de consensibilité des élites. Donc, c'est pour aller dans le sens de ma pensée. Il n'y a pas de conflit d'intérêt si on regarde. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que votre argument n'est pas un peu fallacieux de dire que la société, on va engager la responsabilité de l'État de Royal, le fait que la société qui recueille les données soit une société privée? Est-ce que ce n'est pas un argument facile? Si l'argument est facile, en tout cas, les défenseurs de l'intimité n'ont pas relevé la raison d'établir la compétence de la Cour pour ces dates, comme pour ce qui est de la société d'être dont nous avons usé. Et qu'empêche un État d'utiliser toute la technologie, toutes les ressources qu'elle possède dans des domaines? Pourquoi quelqu'un qui aurait des avantages par rapport aux autres États, parce qu'on sait que l'État d'Orléans, comme vous l'avez très bien précisé, aime les avancées technologiques, pourquoi ne s'en servirait-elle pas pour lutter contre le terrorisme? Pourquoi, même si elle le finance, même si elle est privée, pourquoi ça pose un problème? Je vois pas. Aucun problème, c'est pas le problème. Pour ça, je répondais à la question sans plus. Merci beaucoup. Merci.